l'histoire de Saïda la Fortunée, après en avoir évoqué le charme et le pittoresque, et je donne ici la parole au secrétaire général des services civils de la commune mixte de Saïda. Vous connaissez tout cela bien mieux que moi, n'est-ce pas, monsieur Tritch? Et je vous laisse le soin de nous en parler. Ah bien, c'est très facile. Ainsi, vous avez pu le remarquer vous-même, Saïda forme un véritable nid de verdure entre deux chaînes de montagnes. C'est ce qui d'ailleurs a certainement déterminé l'origine de son nom, puisque Saïda vient du mot arabe Saïd, qui signifie heureux, et ce qui justifie encore plus l'appellation fréquente que l'on lui donne de Saïda la Fortunée. Ainsi, vous avez pu le remarquer vous-même, la ville est située à la naissance de deux oueds qui l'enserrent, dont l'un, l'oued Saïda, l'autre, l'oued Oukrif, coule au bord d'un effondrement jurassique qui constitue le dernier contrefort de l'Atlas tellien. Les monts Saïda, communément appelés ainsi, sont le dernier seuil avant les hauts plateaux. Oui, ensemble, vous m'avez fait là un petit aperçu géographique et touristique à la fois. Touristique non, car nous avons eu l'occasion de voir des choses particulièrement intéressantes tout à l'heure, notamment cette ancienne redoute, je crois, où se situe surtout le berceau de la ville, n'est-ce pas? C'est exact. C'est exact. D'ailleurs, la légende veut que l'épisode que l'on appelle communément celui de la casquette du maréchal Bugeaud se soit produit à Saïda, alors que d'aucuns disent que ça se serait produit à Franchetti. Bon, en somme, n'engageons pas de polémique, mais enregistrons simplement le fait. C'est exact. Au milieu de la nuit, Bugeaud a été réveillé en sursaut par le crépitement de la fusillade des tribus d'Abdelkader qui assiégeaient la redoute de Saïda, et sortant rapidement de son lit, il n'a eu pour toute coiffure que son bonnet de nuit, coiffure communément adoptée à l'époque. Effectivement. Bon, maintenant, voici donc une sorte d'anecdote historique. Je pense que maintenant, il y a une magnifique promenade le long de cet effondrement montagneux dont vous parliez tout à l'heure. C'est exact. Le vieux Saïda, pour les gens de Saïda, pour les Saïdéens, est constitué par cette promenade. Et il ne faudrait pas confondre et croire que le vieux Saïda est l'ancienne ville. C'est l'ancienne ville. C'est ça, et j'avais tendance, constitué par la redoute. J'avais eu tendance à faire cette confusion. Tout à fait normal. Bon, alors, après avoir visité donc cette magnifique promenade avec ses grottes, avec sa cascade, avec sa rivière, son oued, n'est-ce pas, l'oued Saïda, nous sommes revenus, je crois, un petit peu plus près de nous sur le plan historique. Oui. Alors, après le vestige de l'âge de pierre que l'on peut remarquer, il est certain que les Berbères ont prospéré dans la région. La meilleure preuve que l'on puisse en apporter consiste dans la consonance berbère des noms de lieux, surtout dans la région constituée par la commune mixte, des noms de communes, de douars communes tels que le douar Tafrint, le douar Tirsin, le douar Tifrit. Ce sont là certainement des vocables berbères. Et les vestiges de certains villages ou forteresses construites en pierre sèche, où l'on découvre la plupart du temps des monnaies romaines, prouvent surabondamment la préexistence des Berbères dans la région sur l'occupation arabe. C'est ça. Maintenant, je pense que l'occupation romaine a marqué également son passage à Saïda. Naturellement. Quoique le Limès passe beaucoup plus au nord et soit situé communément à la limite de Pierrette, il est certain que des incursions de compagnies de légions romaines sont venues jusqu'ici. Avant leur pénétration dans le sud, elles ont certainement bivouaqué dans la région de Saïda, puisqu'on y retrouve particulièrement Tigermatine, près de Saïda, et dans la région de Baloul, où il existe une sorte d'oppidum dont les vestiges sont très importants, et où l'infrastructure des murs est très nettement romaine. Maintenant, de légion romaine, passons à légion étrangère. Vous me pardonnerez sans doute cette espèce de coq à l'âne à travers le temps et l'espace. C'est une association d'idées. Je crois qu'on ne peut pas parler de Saïda sans parler de la légion étrangère. Il serait inique et injuste et incroyable de parler de Saïda sans parler de la légion étrangère. Je suis moi-même arrivé à Saïda il y a 8 ans et j'y ai connu les bâtiments de la Légion qui étaient à l'époque occupés par les prisonniers italiens. C'était quelque chose d'épouvantable. N'oubliez pas surtout que Saïda est le berceau du premier étranger et que du deuxième étranger, je m'excuse, et que dès 1946, la Légion a été de nouveau cantonnée à Saïda. Et vous avez pu voir vous-même au passage devant la caserne de la Légion qui porte un nom glorieux puisqu'elle s'appelle maintenant caserne de Sérigné du nom de l'héroïque colonel qui a été tué en Inde, la parfaite ordonnance des bâtiments d'abord. Qui contraste avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la période de et surtout les sombre. magnifiques jardins qui meublent la cour à l'heure actuelle et qui font de cette caserne non pas ce que pour les anciens représente la caserne, mais vraiment un lieu de séjour fort agréable.
Bien, je crois que nous avons à peu près fait le tour de la question, enfin le tour de l'historique et de l'aspect touristique de Saïda. Voyez-vous encore quelque chose d'autre à me signaler, Monsieur Tritch? Eh bien, je tiendrai cependant à vous dire que autrefois la région de Saïda était administrée par un bureau militaire qui administrait un territoire beaucoup plus important que celui qui est constitué à l'heure actuelle et par la commune de plein exercice et par la commune mixte, et qu'à l'heure actuelle, ces deux unités administratives coexistent à Saïda en parfaite harmonie, et cela passe surtout à l'urbanité de notre sympathique maire délégué à l'Assemblée algérienne et aux administrateurs successifs qui ont eu la charge de l'importante commune mixte de Saïda. Monsieur Tritch, je vous remercie. Ainsi naquit et vécut Saïda la Fortunée à travers les époques révolues. Et par l'un de ces sautes-moutons à travers le temps que permet l'évocation radiophonique, nous voici revenus déjà à la Saïda moderne, à ses problèmes, à ses efforts, à ses espoirs. À la pointe des terres sauvages, île limite pré-saharienne, Saïda est étroitement dépendante de ses récoltes, de son élevage et des problèmes agricoles en général. Pour brosser un tableau rapide de la situation saïdéenne en la matière, c'est M. Francis Bailey, délégué maire et conseiller général, que je suis allé trouver. Et je dois dire que j'ai reçu auprès de celui que tous ses amis à Saïda, et Dieu sait s'ils sont nombreux, nomment familièrement, affectueusement, respectueusement Francis, l'accueil le plus amical au sein même de sa famille. Comme je lui demandais de me donner un aperçu des ressources de la contrée, M. Bailey m'expliqua... Eh bien, la région de Saïda, je voudrais vous dire ça tout de même assez rapidement, et sans m'étendre beaucoup, est une région de polyculture. Ça n'est pas une région céréalière uniquement. On y fait des céréales, bien entendu, et c'est la grosse production, mais c'est aussi une région viticole, c'est une région oléicole, et c'est une région aussi maraîchère, sans oublier évidemment les questions d'élevage. Si vous voulez que je vous donne rapidement quelques chiffres, je peux vous les donner. En gros, la région de Saïda produit environ 500 000 quintaux de céréales par an, qui sont stockés dans les trois coopératives, celle des Mahalites, celle de Saïda et la CIP de Saïda. Au point de vue élevage, on peut dire en gros, sans risque de se tromper beaucoup, qu'on expédie soit sur la métropole, soit sur les grandes villes d'Algérie, entre 6 et 700 000 moutons par an, qu'on vend à peu près sur le marché algérien une centaine de mille de quintaux de pommes de terre et environ la même quantité d'olives. C'est à peu près tout comme production agricole de la région. Et je ne vais pas garder autre chose à vous dire. Voici donc ce qu'offre cette région et ce que sont ses ressources naturelles. Âpre et rude contrée que je parcourus longuement en compagnie de mes guides, traversant les vastes solitudes rousses, en attente de moissons nouvelles, croisant de nombreux troupeaux de moutons effrayés par notre rapide passage, plaines infinies préfaçant le sud, où venaient mourir du nord les croupes brunes des terres sauvages, paysages grandioses évoquant à la fois les